Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur cet avant-dernier live déjà avant-dernier live de la saison 2, mais on espère que ce live va vous plaire, on vous a préparé plein de choses cool. Alors ce soir, je suis accompagnée de Antoine et Benjamin que je vais laisser se présenter juste après. Petit rappel, donc ces émissions ont été créées par le réseau Pépite. Je pense que maintenant vous connaissez toutes et tous le réseau Pépite. Mais si vous ne connaissez pas, ce sont les pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Vous en avez toutes et tous au sein de vos universités. Renseignez-vous, c'est très important pour être accompagné. Et en tout cas, grâce à eux, on est toujours plus informés par rapport à l'entrepreneuriat. Si jamais vous avez raté les émissions d'avant, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube de Pépite France. Tous les replays sont disponibles. Pas seulement d'ailleurs les émissions qu'on a fait en live le soir, il y a aussi les émissions qui ont été proposées dans les heures du midi, me semble. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci la régie pour cet incroyable programme. Donc comme je viens de le dire, c'est l'avant-dernier épisode et on se retrouvera le 20 avril pour le tout dernier épisode de cette année scolaire d'ailleurs. Bon, maintenant que j'ai fini l'introduction, je vais laisser nos invités de ce soir se présenter et après on vous parlera de ce dont on va parler ce soir. Benjamin, tu peux commencer si tu veux, en quelques mots, 2 minutes, top chrono. 2 minutes top chrono, donc bonjour à tous, moi c'est Benjamin Vrignot, je suis chargé de transfert de technologie à Cevalo. Donc Cevalo, qu'est-ce que c'est ? C'est un consortium interacadémique de la région Centre-Val de Loire. Donc en fait, c'est un dispositif d'investissement de la recherche publique. Le but, c'est finalement de financer la recherche publique pour passer le gap, cette vallée de la mort entre la recherche publique et les industriels. Et donc voilà, le but c'est d'identifier via la propriété intellectuelle, via les aspects de marché, pour essayer de transférer les connaissances de la recherche publique du labo à l'entreprise. Je suis dans les temps. Parfait, merci Benjamin. Je vais donner la parole à Antoine. Merci, j'essaie d'être aussi synthétique. Je m'appelle Antoine Vial, je suis ingénieur brevet au sein de la SAT Ouest Valorisation, SAT pour Société d'accélération de transfert technologique. Donc c'est un petit peu comme Cevalo de Benjamin, on est là pour faire l'interface entre le monde public, les laboratoires de recherche, les universités, tout ce qu'elles créent en termes d'innovation, essayer de construire des projets autour pour augmenter, pour avoir une preuve de concept, déposer de la propriété intellectuelle et surtout la propriété industrielle qui est si chère derrière en valorisation et soit valoriser via la création de start-up et collaboration avec des industriels pour le développement et le suivi des travaux de l'équipe de recherche ou encore la licence de technologie auprès des industriels. Donc voilà, merci encore pour l'invitation. Merci à vous d'être présents ce soir. Alors j'ai fait exprès de ne pas dire en introduction le sujet de l'émission de ce soir parce que souvent c'est un sujet qui fait peur et qu'on boude très souvent. Donc ce soir on va parler propriété intellectuelle, comme vous avez pu le voir dans l'introduction de nos deux invités, ils sont très calés et on va essayer ce soir de vous donner en tout cas beaucoup d'informations sur comment appréhender cette propriété intellectuelle, les clés pour en tout cas identifier ce dont vous devez avoir en tête lorsque vous avez n'importe quel projet d'entrepreneuriat. Bien évidemment, ici, on parle deep tech, mais pas seulement. On parle aussi de l'entrepreneuriat au sens large. Donc voilà, c'est des notions très importantes, mais qui peuvent faire peur. Mais heureusement, ce soir, on a deux experts. Donc, pour nous parler de tout ça, comme d'habitude, on va vous proposer 3 petits jeux. Et avant de vous présenter le premier jeu, je crois que la régie a un super jingle. Round 1. Voilà, toujours des jingles de qualité ici, comme on aime. Alors, pour ce premier jeu, je l'annonce d'ores et déjà, c'est le jeu un petit peu le plus compliqué de la soirée, on va dire, mais je suis sûre que vous allez très bien vous en sortir tous les deux. On va vous proposer une image, et sur cette image, vous allez devoir à tour de rôle nous dire quel objet, selon vous, font appel à une propriété intellectuelle, quelle qu'elle soit. Par exemple, si vous voyez sur cette image un objet identifiable qui va vous faire penser à, par exemple, un droit d'auteur, vous devrez nous dire, cet élément, il faut le protéger par les droits d'auteur
et pourquoi, essayer de nous expliquer voilà, les raisons du pourquoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'une image correspondra à Antoine ou Benjamin. Comme ça, à chaque changement d'image, je vous donnerai la parole l'un et l'autre. Si jamais je vois que vous ne trouvez pas toutes les propriétés intellectuelles de l'image, je me permettrai d'intervenir. Et puis, n'oubliez pas que c'est un jeu et donc celui qui aura le plus de points gagnera. On ne sait toujours pas quoi, mais Pépite nous dira plus tard. Donc, je vais commencer par toi, Antoine, si tu es d'accord, et on va pouvoir présenter la première image. Mon ordinateur, c'est vaste, très vaste. Déjà, on va avoir la marque qui apparaît un petit peu sur le côté. On a le dessin et modèle avec l'ensemble même du produit fini. On va avoir les bases de données, puisque ça fonctionne souvent avec des bases de données sur chacune des applications. Qui dit application, on a du logiciel, on est plus côté propriété intellectuelle. On peut avoir aussi du brevet pour tout ce qui est à finalité technique, on va dire, par le traitement d'images, traitement de signaux. Après, je sais pas si j'ai fait le tour. Je pense que tu as fait déjà très bien le tour. C'est vraiment pas mal pour une première image, bravo. La régie me dit dans l'oreillette que nous avons un exemple très concret d'un étudiant entrepreneur qui appartient à la Pépite Bretagne, qui justement a créé c'est un logiciel, une application qui s'appelle Mave, M-A-V-E. Ça a été créé par ils sont deux, donc par Tristan Ledour et Jade Morkarken. Excusez-moi si j'écorche le nom, mais voilà, c'est un exemple en tout cas de propriété intellectuelle dont on doit faire attention, donc plusieurs comme tu l'as énoncé, lorsqu'on veut en tout cas développer un objet qui fait appel à la tech qu'on vient de voir. Ok, super. Est-ce que je peux essayer de grappiller des points dès maintenant en disant peut-être aussi, même si c'est un droit qui est peu utilisé parce que pas très fort, droit des semi-conducteurs sur la carte. Alors, je sais pas si la régie va l'autoriser parce que c'était pas écrit, mais peut-être que la régie l'autorisera. Oui, il l'autorise. Donc effectivement, bravo. J'espère qu'il va l'autoriser. Super. Bon, on va pouvoir passer à la deuxième photo avec toi, Benjamin, du coup. Pas Antoine, Benjamin cette fois-ci. Alors, donc il y a du droit d'auteur. Alors, en plus, il y a donc un vinyle, du droit d'auteur. Donc il y a beaucoup de choses, mais même si il y a beaucoup de droits d'auteur finalement liés soit à la musique, soit à l'art créatif, ou même tout simplement lorsqu'il y a de la publication et donc la rédaction d'articles dans le Rolling Stone. On peut avoir du brevet sur le vinyle. Le vinyle. Voilà, et puis j'allais dire, parce que de la même manière sur les aspects caractéristiques techniques, après je n'aurais pas forcément dit du dessin et modèle, parce que le vinyle il a quand même des caractéristiques techniques, la pochette d'album, mais bon, ouais, on le met quand même du coup, et après... de la marque, bien sûr, pour Rolling Stone. Voilà. Je pense que t'es pas mal là. Si tu vois quelque chose, peut-être Antoine voit quelque chose, d'autres, mais... Non, je pense qu'il a fait le tour. Après, on peut toujours essayer de tirer dans le droit des marques tous les logos, notamment avec la langue sortie. Est-ce que l'on fait du figuratif, du... semi-figuratif, verbal, tout ça, ouais. Oula, différentes classes de marques, ouais. Vous commencez à donner des noms compliqués. N'hésitez pas en tout cas à définir lorsque vous parlez de mots bien techniques. Voilà. Super. Antoine, si tu veux dire peut-être un petit peu la différence, je sais pas. Allez-y. Marque verbale, c'est vraiment le texte en tant que tel. Apple, ça va A-P-P-A-L-E, on va dire. Et ça va être le signe le plus fort. Après, on peut l'associer avec, par exemple, la pomme, qui est notamment sur tout le modèle qu'ils vendent. Et là, qui est plutôt associé à l'élément verbal, ça va être une marque, ce qu'on appelle semi-figurative. Et après, vous avez juste le logo, marque figurative. Et
enfin, ils ont ce genre d'industriels, on va dire, de commerçants. Ils ont des portefeuilles marques hyper développés et je pense que parfois même en termes de portefeuille, en termes de propriété industrielle, celui des marques est parfois le plus développé, puisque vous déposez une marque à contrario d'un brevet qui a une limitation dans le temps. Les marques, ça peut être renouvelé indéfiniment. Donc, la notoriété de la marque, en fait, vous fait le signe le plus fort de tous, je pense. Enfin, la manière, la protection de propriété industrielle la plus forte de tous au long terme, je pense que c'est la marque. C'est pour ça parce que ça permet vraiment de se distinguer vis-à-vis du public. Et puis en effet, étant donné, on voit toutes les marques qui évoluent au cours du temps, donc à chaque fois obligé de redéposer une nouvelle marque, etc. Donc, voilà. Donc sachant que c'est vraiment, il y a aussi des facilités d'obtenir des marques plus ou moins. La marque figurative est plus simple parce qu'il faut se distinguer un petit peu de ce qui existe. Donc voilà, les marques verbales, c'est quand même un petit peu plus dur à obtenir parce que il y a distinction où la disponibilité avec ce qui existe déjà est quand même plus difficile. Ok, merci beaucoup pour toutes ces informations. On va pouvoir repasser à Antoine avec une photo un peu plus délicate, celle-ci. Bonne chance. Ah oui. Si c'est une photo droit d'auteur. Après, ça dépend quel élément. Alors là, on me dit dans l'oreillette que c'est surtout le mur végétal en soi, l'objet, le mur végétal. Ok, peut-être la marque. Ouais, je partirais sur la marque. Ça peut être une. Ouais, c'est une question difficile, mais sur le droit d'auteur, je pense qu'il y a moyen de développer les différentes protections. Après, on a tout ce qui est caché derrière le système, je sais pas, d'alimentation en eau, en lumière, pour que chacune des plantes à différents niveaux de hauteur reçoivent en eau et en lumière, que ce soit équivalent. Donc, il y a les variétés végétales aussi, si certaines sont plus adaptées à telle luminosité, si on est dans des hangars ou autre. Donc, ce qu'on appelle des certificats d'obtention végétale. Un point de plus. Et, après, tout ce qui est brevet sur l'ensemble de ce que je dis, les aspects techniques de circulation en eau, etc. C'est déjà bien. C'est déjà bien parce que le dernier point, la régie n'était pas très sûre, mais ils ont écrit le dessin et le modèle pour l'apparence globale du mur. Voilà, entre parenthèses, on m'a spécifié pas sûr, mais peut-être que vous deux, vous sauriez répondre. En fait, s'il permet pas d'avoir des caractéristiques techniques, ce dessin et modèle, par exemple, si on prend la bouteille de Coca, qui est vraiment le dessin et modèle peut-être le plus connu, c'est que finalement, sa forme n'entraîne pas des caractéristiques techniques d'amélioration de la prise en main ou des choses comme ça. Donc là, en effet, en fonction peut-être du placement des fenêtres, en fonction de là où ils sont, et si c'est reproduit à chaque fois, parce qu'il faut que ça ait un intérêt de reproductibilité, si on arrive à reconnaître le mur végétal du fait de sa forme, ça peut être intéressant de faire un dessin et modèle. Après, je pense qu'il y a beaucoup de contraintes techniques du fait du brevet, parce qu'en effet, comme disait Antoine, le passage de l'eau, etc., je pense que c'est pas, en tout cas, c'est pas ce que je conseillerais le plus d'aller. C'est plutôt sur tout ce qu'a dit Antoine personnellement. C'est ce que... Ok. En tout cas, on a encore un exemple très concret au sein de Pépites Bretagne avec le projet Green Walls de Benoît Anselme. Voilà, donc qui s'appelle Fabrique ta pépite et c'est un projet de murs végétaux. Donc voilà, encore quelque chose de très concret. On va pouvoir passer à l'image numéro 4, c'était la régie. Avec Benjamin, oui. Wow. Alors, je précise, c'est la photo d'un musée virtuel. Voilà. Ah ouais, c'est la photo d'un musée virtuel. Donc, ça veut dire, qui dit virtuel, dit réalité virtuelle, dit du coup logiciel pour mettre en place peut-être la vision un petit peu du logiciel. Enfin, en tout cas, si on a un casque et que du coup, il faut faire tourner un logiciel derrière. Alors, j'aurais dit, bien évidemment, du droit d'auteur, parce que s'il y a du
s'il y a aussi... ouais, alors oui, on peut en effet en parler, donc droit d'auteur sur le logiciel, droit d'auteur aussi sur les œuvres d'art qui sont affichées, finalement. Après, dans la disposition, parce qu'il y a quand même le petit logo avec la poubelle, etc. Ça, est-ce que c'est toujours positionné au même endroit? Parce qu'il y avait aussi des dessins et modèles sur les dispositions des écrans, par exemple Google, qui mettaient toujours au même endroit les mêmes choses. Mais bon, ça c'est vraiment tiré un petit peu par les cheveux. Et après, là-dessus... Après, pense du coup à un objet en particulier qui est représenté dans ce musée. Le tableau. Ah oui, ok, d'accord. Le COV, par exemple, la fleur, là. Certificat d'obtention végétale sur le... Bon, ça serait un peu beaucoup tiré par les cheveux. Plutôt le tableau, je pense. Mais je vois pas bien ce que c'est que le tableau. Le tableau en lui-même, je pense. Ah oui, le droit d'auteur sur le tableau. Ouais. Oui, ok. Bon, je croyais l'avoir mentionné, autant pour moi. Donc en effet, il y a le droit d'auteur sur le logiciel. Donc le droit d'auteur sur le logiciel, c'est un droit moral et patrimonial. Donc c'est-à-dire que l'auteur, il a le droit qu'on dise que c'est bien lui qui l'a fait, mais il a aussi le droit, l'acquisition de ce logiciel-là. Et puis il y a aussi le droit d'auteur sur le tableau. Et puis même aussi, du coup, peut-être dessin et modèle sur la chaise, tant qu'on y est, beaucoup de choses. Et puis voilà. Super. Bon, on va passer à la 5e photo parce que le temps file et qu'on en a encore à voir. Donc, s'il vous plaît, la régie, avec Antoine cette fois-ci. Voilà, on est sur de la mécanique. Je vais partir sur peut-être sur les semences. On peut avoir des COV, des certificats d'obtention végétale sur les lignées en fait. Ensuite, après sur la machine en elle-même, brevet, on a du brevet d'invention, on a aussi du savoir-faire. Parce qu'il y a des choses qui sont brevetées, donc divulguées, mais d'autres qui sont dans les machines où on essaie d'en garder un petit peu, de pas trop en dire pour pas trop donner de pistes aux concurrents à développer dans la même lignée, notamment pour les nouveaux modèles qui sortiront par la suite. On a du dessin et modèle. Là, je pense plus de l'intérieur sur la forme des volants, tout ce qui n'obéit pas juste à la fonction de l'objet, grosso modo. On peut avoir du logiciel sur, je sais pas, les indicateurs des niveaux d'huile. On a, je pense, des solutions aussi aux agriculteurs pour contrôler les passages qu'ils ont fait sur toute leur surface à récupérer le blé. Donc il y a du droit d'auteur, grosso modo, sur le dessin, parce que c'est issu, je pense, de designers à la base. Il y a classe, la marque du modèle, du constructeur. Voilà, t'as tout dit. Voilà, après, donc, ça dépend des images plus ou moins parlantes. Puis il y a des moissonneuses qui sont maintenant même dirigées par satellite, donc c'est-à-dire qu'ils te mettent du logiciel derrière. Mais bon, là, on part vraiment sur de la science-fiction. Ok. Mais, Alice, bravo, félicitations. On va passer maintenant à la photo numéro 6. Voilà. Donc ça, ça reprend l'exemple que je disais tout à l'heure avec la bouteille de Coca. Okay. Donc Orangina, c'est dessin et modèle, la forme de la bouteille d'Orangina qui permet vraiment de s'identifier pour le public. Donc ça peut être intéressant pour vous, entrepreneurs, si vous avez en effet un objet, un produit qui peut avoir une forme particulière. Je pense par exemple, il y avait des pépites qui avaient fait des morceaux, des tablettes en forme de chocolat, mais qui étaient finalement des ingrédients pour cuisine. Bref, passons. La marque pour l'Orangina, le savoir-faire pour le secret de cuisine. Et puis, par la suite, le brevet pour tout ce qui va être, je pense, encapsulation de la bouteille, mise sous pression, parce que derrière, il faut mettre l'Orangina pour que quand on l'ouvre, ça fasse le pchit.
Donc le brevet pour les machines, et puis même peut-être s'il y a un procédé derrière de production qui peut peut-être exister, en plus du savoir-faire de la recette en tant que telle. Ok, je ne sais pas si tu l'as dit, est-ce que tu as mentionné les droits d'auteur pour le logo? Je ne crois pas. Alors j'ai dit la marque, ouais. Ouais. Du coup, en effet, donc ouais, faut faire attention à ça. En effet, si vous faites intervenir des intervenants extérieurs qui dessinent votre logo, finalement le droit sur le logo, finalement, leur revient. Donc il faudra bien faire un contrat de cession de ce droit-là pour que ce droit vous revienne à vous et que vous puissiez l'utiliser et le déposer comme vous voulez. Ok. Super, on peut passer à l'image suivante. La pâte à modeler. Alors ouais, je peux C'est ça, entendre bleu au sens magique. large. Attention. La composition de la pâte en elle-même, bon, c'est plutôt du brevet. Le dessin et modèle sur les modèles dans lesquels voilà, la marque après forcément qui dit marque, le droit d'auteur sur le dessin et à la base avant le dessin et modèle, on va dire. Après les marques, les dessins et modèles, les logos. Pour moi, tu as tout dit. Je pense que tu as tout dit là. S'il n'y a rien d'autre qui te vient à l'esprit. Pour l'instant, c'est bon. Super. On va passer à la question 8. Pardon, l'image 8, s'il vous plaît, la régie, avec Benjamin. Donc là, c'est la photo d'un dispositif offshore. Wow. Du coup, il y a du savoir-faire secret parce qu'il n'y a personne qui ira voir comment ça fonctionne. Le dispositif, il doit y avoir du brevet parce que si c'est offshore, il doit y avoir quand même des éléments techniques pour mettre en place ça. Et c'est quoi offshore? On ne sait pas, on n'a pas plus d'infos. Non, on n'a pas plus d'infos. La régie nous a juste écrit ça. Personnellement, j'irai pas plus loin parce que finalement, si on n'a pas besoin de s'identifier pour un public, si on n'a pas besoin de se différencier, je ne ferai pas des frais supplémentaires. Voilà. Ok, super. Allez, image suivante. Donc image 9, c'est l'avant-dernière. Il faut pas nous mettre ça à cette heure-ci. Ouais, c'est difficile de tenir. Je mettrai ce qu'on n'a pas parlé, mais ce qui appartient plus on va dire à tout ce qui est aspect vin et alimentation. On a les appellations d'origine protégée, les appellations d'origine contrôlée, les indications géographiques protégées, tout ce qui tient à protéger, on va dire, le savoir-faire, les protocoles et surtout la géographie, les lieux où a été fabriqué les produits, pour que le consommateur soit sûr en fait que soit le produit a été fait par des protocoles respectés, soit qu'il a été produit à l'endroit pour lequel, surtout là sur des fromages où on a souvent des fromages qui sont caractéristiques de certaines régions. Donc derrière, il y a les marques. Je ne vais pas citer président ou ce genre de truc. Marque, du coup derrière on a les dessins et modèles sur les emballages en lui-même, les logos. Après là tout ça c'est de l'extrapolation parce que c'est pas ce qu'on voit là directement sur l'image en tout cas, mais oui. Ouais, je tire peut-être trop loin. Ouais, il faut vraiment se concentrer sur ce que tu vois sur l'image, quoi. Et identifiable par l'image. Si la planche avait qu'on a une forme différente, ça pourrait être un dessin et modèle. Après, les protocoles de fabrication, on peut le protéger par des brevets de fromage, enfin de... Ouais, je vois pas d'autre chose. Ça va tirer vraiment le truc, mais... En tout cas, ça donne faim. Un petit savoir-faire secret sur le procédé du fromage. Donc on peut passer à la dernière image et après on va débriefer très succinctement. Donc dernière image pour Benjamin. Très simple. Bibliothèque, le droit d'auteur. Droit d'auteur sur le livre.
dessin et modèle sur les bibliothèques, par exemple. Par exemple, sur des trucs Ikea, des choses comme ça. Et après, c'est tout pour moi. Ouais, bah tu as dit le principal, bravo. Alors bah merci, bravo, parce que franchement c'était pas si évident que ça, mais on voit que vous êtes vraiment bien calé. Et j'ai remarqué que souvent vous avez quand même fait appel à souvent aux mêmes familles de propriété intellectuelle quand même, sauf les dernières. Est-ce que vous auriez quelques conseils à donner à des étudiants entrepreneurs qui voudraient lancer donc plutôt un produit et pas un service? À quel moment il faut qu'on se pose ces questions autour de la propriété intellectuelle, de qu'est-ce qu'on doit protéger, comment, quand, à quel moment dans tout le processus créatif, selon vous, il faudrait se poser ces bonnes questions et en tout cas s'y atteler rapidement? Comme tu veux, Antoine. Vas-y. Je pense que ça dépend de quelle propriété intellectuelle on parle, parce que du coup, ça va intervenir à différents moments dans l'élaboration du projet. Par exemple, si on fait un projet et qu'on a une première preuve de concept, on peut se dire qu'on peut essayer de le protéger par un brevet ou alors par un savoir-faire, parce que comme l'a dit Antoine tout à l'heure, finalement, un brevet, lorsqu'il est déposé, 18 mois plus tard, il est publié. Donc tout le monde a accès à la connaissance de ce brevet, ou en tout cas ce qui est contenu dedans. Et donc du coup, il serait reproductible dans les endroits où vous n'êtes pas allé le protéger. Je ne sais pas si on en reparlera plus tard, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais voilà, c'est un risque. Et donc, du coup, il y a une décision à savoir, est-ce que je fais un savoir-faire secret au risque que quelqu'un puisse faire du reverse engineering, c'est-à-dire il obtient le produit que vous commercialisez et que finalement, il fait des analyses et il voit votre composition et il se dit, il a fait exactement ça et je peux refaire exactement la même chose. Donc, finalement, ce savoir-faire, il n'a plus de force parce que le principe du savoir-faire, c'est qu'il est secret. Et donc du coup voilà un petit peu la différence entre les deux. Donc ces questions-là lors du prototypage du produit ou du procédé que vous allez développer. La marque, c'est souvent bien avant de communiquer, c'est-à-dire de protéger votre marque, parce que ça vous permet de vous identifier, ou en tout cas que le public puisse identifier un projet avec soit des éléments visuels ou un nom. Parce que si ça évolue en cours de route, derrière, vous pouvez perdre votre clientèle. Voilà. Et toujours essayer d'y réfléchir un peu avant. Et puis, en fait, toutes ces réflexions-là, du coup, se font un petit peu en amont, même si au cours de l'évolution de votre projet, ça va revenir petit à petit, parce que finalement, vous allez développer... vous allez faire des développements sur votre produit, votre procédé, donc vous allez devoir refaire de l'IP, protection... propriété intellectuelle. Donc du coup, vous allez devoir retravailler là-dessus pour avoir un actif, parce que le but là-dedans de la propriété intellectuelle, c'est aussi d'avoir un actif au sein de votre société et que votre société elle puisse être un peu plus développée que juste des entreprises, par exemple, de services qui s'appuient sur vraiment des compétences. Ok, merci beaucoup, c'était très clair et effectivement, de toute façon, on ne peut pas y échapper à ces questions de propriété intellectuelle et c'est vrai que souvent c'est quelque chose d'obscur et voilà, d'avoir des gens comme vous qui peuvent en tout cas nous informer et nous aiguiller, c'est super important. Donc merci, on va pouvoir passer au jeu suivant si vous êtes d'accord. Donc la régie, vous pouvez lancer le fameux jingle. Round 2. Super, alors pour ce deuxième jeu qui sera un peu plus facile normalement, c'est un jeu qui s'intitule Trouver l'erreur, dans lequel je vais vous présenter un énoncé. Et dans cet énoncé, il y a une erreur. Et c'est à vous de me communiquer cette erreur et de me dire pourquoi c'est une erreur et qu'est-ce qu'il faudrait faire à la place. Donc, comme le premier jeu, je vais vous proposer d'intervenir à tour de rôle. Et vu qu'on a commencé par Antoine, on peut commencer par Benjamin cette fois-ci, avec le premier énoncé. Alors, j'ai fait une présentation de mes premiers résultats de recherche dans un congrès. L'année suivante, j'identifie une possibilité de valorisation économique via un dépôt de brevet. Coup classique.
Alors, c'est toujours ce qu'on dit vraiment aux chercheurs qui viennent nous voir et on essaie de sensibiliser à ça. Parce qu'en fait, pour déposer un brevet, ou en tout cas pour qu'il soit délivré, il y a un critère de nouveauté absolue. Qui dit nouveauté absolue, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune divulgation qui a été réalisée sur votre invention, je dis bien sur votre invention, avant le dépôt du brevet. Donc non, faut pas faire ça. En tout cas, vous pourrez pas breveter. Finalement, alors, non, je vais pas donner ce conseil parce que ça pourrait éviter, mais on peut toujours présenter des résultats obtenus. Par exemple, j'arrive à obtenir ces résultats-là. On ne dit pas comment c'est fait, ça pourquoi pas. Si on ne décrit pas la manière dont on a obtenu ces résultats-là. Donc, il faut juste bien faire attention, mais pour éviter toute problématique, ne divulguez rien si vous voulez breveter quelque chose. Voilà. Et par contre, malheureusement, il arrive que parfois, on ne sache pas vraiment qu'on va vouloir breveter dans 2 ans ou à la fin de notre thèse. Donc, effectivement, c'est bien d'en parler très rapidement à vos encadrantes de thèse. Voilà, si l'entrepreneuriat, en tout cas surtout votre sujet de thèse, c'est quelque chose qui peut-être ça vous titille, parlez-en très vite parce qu'effectivement, ça va changer la façon de communiquer tout simplement. Ouais, que ce soit pour des posters, participation à des congrès, des articles scientifiques, soutenance de thèse, mémoire de stage, ça englobe tout. Ouais. Voilà. On va pouvoir passer avec le deuxième énoncé, avec Antoine. Alors, pendant un pitch, je fournis à la demande des investisseurs industriels les détails techniques de mon dispositif. Je leur demanderai un accord de confidentialité que s'ils soutiennent mon projet. Mais est-ce que là, ça fait partie de la propriété intellectuelle, mais on touche au domaine des contrats. Et ça touche souvent ce qu'on appelle les avant-contrats, c'est une négociation entre les industriels ou autres qui se mettent en général en avance de divulguer ou de discuter sur des éléments qui sont sensibles, qui n'ont pas encore fait l'objet d'une demande de brevet par exemple. On met en place ce qu'on appelle des non-disclosure agreements, des accords de confidentialité qui engagent la responsabilité de chacun des parties. Et du coup, du fait que dans ce cas-là, le fait de le faire après, finalement, on risque que ces informations sensibles, l'accord de confidentialité n'aura plus lieu, même si des fois en pratique, on peut le faire a posteriori. Mais ça reste quand même... la règle, c'est de ne pas divulguer, comme disait Benjamin, et aussi ne pas en parler à droite, à gauche. Sauf à vos collègues qui sont dans la même équipe, dans le même labo. Mais voilà, évitez d'en parler ailleurs, à l'extérieur. Très bien, merci. Troisième énoncé, s'il vous plaît. Alors, j'ai fait la preuve d'un concept que j'aimerais exploiter dans le cadre d'une activité économique. J'attends que tout soit breveté avant d'engager toute démarche entrepreneuriale. Alors, pas bonne idée, parce que vous allez attendre longtemps avant de faire ça. Parce qu'en fait, le dépôt d'un brevet, ça vous donne pas tout de suite un brevet délivré. Il y a une procédure de délivrance qui est engagée et qui peut durer longtemps, voire très longtemps. Donc un brevet, c'est une protection pendant 20 ans. Ça peut plus ou moins durer longtemps. Donc le but, c'est de déposer un brevet. À partir de ce moment-là, il y a une procédure qui est engagée. Et ensuite, vous pouvez commencer à développer votre projet entrepreneurial. Mais attendez pas que le brevet soit délivré, parce que sinon, d'autant plus que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a la publication. Donc à partir de 18 mois, même si le brevet n'est pas délivré, il est publié. Donc finalement, vos concurrents vont, eux, prendre de l'avance sur vous, alors que vous attendez que votre brevet soit délivré. Donc, voilà. Par contre, bien protégé avant de commencer quelque chose, c'est toujours mieux. En tout cas, de déposer un brevet. D'accord, merci beaucoup. Pendant que j'y suis, si on a envie de déposer un brevet, imaginons, moi je suis doctorante dans un laboratoire de recherche, à qui on doit s'adresser exactement pour déposer un brevet? En général, c'est il y a un centre de valo rattaché à chacune des universités. Okay. Encadrant, en général, ils ont directement les directeurs de labo, aussi on les contacte.
D'accord. Parfois même, les directeurs d'équipes de recherche ont déjà participé à la rédaction d'un brevet, donc connaissent toutes les étapes. Mais ouais, le faire suffisamment en amont, en fait, de la rédaction, par exemple, d'un article, pour que nous, on ait suffisamment de temps, si c'est le cas d'un brevet, pour faire une étude de brevetabilité. Donc, on fait une recherche dans l'art antérieur, tous les documents qui pourraient être utilisés pour vérifier, pour que les offices, en fait, vérifient la brevetabilité de chacune des inventions face à la critère de nouveauté. Comme disait Benjamin, c'est un critère absolu. Et surtout, un critère qui est beaucoup plus subjectif, c'est l'activité inventive. C'est si pour un homme du métier, il aurait pu combiner des documents de l'art antérieur, s'il aurait été suggéré à combiner ces documents pour parvenir à la même solution technique. Et du coup, on le conseille de le faire vraiment en amont pour faire l'étude de brevetabilité et la rédaction qui prend un certain temps. Et bien avant, du coup, l'action de divulgation. Ok, super, merci beaucoup. Alors, on passe au 4e énoncé. Donc, cette fois-ci, je lance une campagne de communication sur le produit ou service que je m'apprête à commercialiser. Je prévois de déposer la marque de mon entreprise quand des premiers clients auront manifesté un intérêt. Il faudrait le faire avant, puisqu'il y a une campagne de communication. On enregistre une marque sur des produits et des services. Donc la campagne de communication sert à rendre aussi la marque plus notoire, à essayer de raccrocher une clientèle vis-à-vis de ce qu'on essaiera de vendre avec le signe qu'on protège. Donc alors la marque doit avoir lieu avant la campagne de communication. Voilà, et donc voilà, la régie spécifique. En plus, il faut être sûr que la marque n'est pas déjà prise, quoi. Donc ça. C'est ça, parce que. Ouais. Vas-y. Non, c'est ta réponse, vas-y, fais-toi plaisir. Comme tu mets, un peu comme les brevets, les offices, c'est des offices qui sont en général des juristes qui vérifient en fait si la marque est disponible, si le signe il est distinctif des produits. On peut pas déposer automobile pour des produits et services qui sont dans le domaine de l'automobile. Et surtout, et là ce que font pas les offices quand ils enregistrent une marque, ce sont les titres qui sont extrêmement proches, qui se différencie d'une différence sur le logo ou d'une lettre dans le signe verbal. Et à ce moment-là, on enregistre une marque, mais vous pouvez recevoir une lettre de mise en demeure de notre propriétaire d'une marque qui vous dit là, vous essayez de récupérer la notoriété sur les produits et de concurrencer mon activité. Du coup, en amont, comme les brevets en amont, vérifier que le signe peut être protégé, enregistré par une marque et après lancer la campagne de communication et voilà. Super. Merci. Donc 5e énoncé, s'il vous plaît, la régie. J'ai déposé un brevet uniquement en France et envisage de produire et de vendre mon produit aux États-Unis. Alors, la question elle est compliquée. Je pense voir le sens de la question, mais donc. En fait, un brevet, c'est territorial. C'est-à-dire que si vous déposez bien seulement un brevet en France et que vous n'étendez pas la protection, vous n'aurez qu'une protection en France. Et donc, du coup, aux États-Unis, vous n'aurez aucune protection. Finalement, pour obtenir une protection aux États-Unis, on peut étendre, c'est-à-dire qu'à la date du dépôt du premier brevet, on a un délai qui dit de priorité qui nous permet, pour le même objet, de déposer une deuxième demande de brevet dans un autre État ou dans une autre région. Donc du coup, on peut déposer une demande de brevet en France et dans un délai de 1 an, déposer une demande de brevet en Chine, aux US, etc., etc. Et pour faciliter ça, il y a une procédure qui s'appelle la Patent Code Priority Treatment, excusez-moi pour mon anglais, mais c'est le PCT. C'est une demande qui permet d'obtenir une procédure dite internationale qui nous permet ensuite de choisir tous les pays dans lesquels on souhaite aller. Donc en fait, ça nous permet de gagner un petit peu de temps. Donc ce qu'on fait habituellement, peut-être que comme ça vous donnera un peu des notions lorsqu'on vous parlera de ça, c'est qu'on fait une demande dite prioritaire, soit en France, soit en Europe, parce que ça dépend un petit peu du marché, etc. Et puis ensuite, dans ce délai de 1 an, quasiment même au bout, parce que le but, c'est d'avoir le plus longtemps une protection, de déposer une demande PCT qui va nous permettre de regagner du temps, parce qu'après, il y a les entrées en phase nationale
qui vont intervenir après. Donc du coup, on va ensuite faire une procédure dans chacun des pays pour obtenir un brevet. Voilà, c'est des procédures et des stratégies qui peuvent paraître complexes. Et c'est vrai que voilà, faut s'intéresser un petit peu à ça, mais rapprochez-vous justement du service de protection ou du service de valorisation de votre établissement qui pourra vous l'expliquer un peu plus en détail, parce que là, en quelques minutes, c'est un petit peu complexe. Mais voilà, en effet, ça reste territorial, et donc juste le simple dépôt d'un brevet en France ne suffit pas. Et également, et en tant que ressortissant français, on a l'obligation de déposer en France auprès de l'INPI ou en tout cas en Europe via l'INPI. Donc, par contre, dans l'autre sens, il ne faudra pas le faire. Il ne faut pas aller déposer un brevet aux États-Unis seulement, sinon vous allez vous faire taper sur les doigts par la délégation générale de l'environnement. Ok, super. Merci beaucoup pour cette réponse complète. Vraiment, on apprend beaucoup ce soir. Alors, il nous reste trois situations. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc, cette fois-ci, je réalise une vidéo promotionnelle de mon produit-service en utilisant le dernier type de Miley Cyrus pour bien cibler mes utilisateurs. Mais là, on peut porter atteinte à tous les droits de propriété, enfin, la musique. Après, ça peut être son nom, ça peut être les paroles, ça va tout ce qui est autour de la chanson. Donc, là, on risque de faire une contrefaçon sur le versant droit d'auteur. Donc, voilà. Enfin, ce qui n'est pas une contrefaçon, mais porter atteinte aux droits qui sont liés à différentes créations. Ouais. De toute façon, c'est ce qu'on a aussi sur YouTube quand on poste des vidéos. On ne peut pas mettre n'importe quelle musique. Là, c'est toujours pareil, les droits d'auteur. Super. En sachant qu'il y a des bases, de libre de droit. N'hésitez pas à aller voir. Il y a beaucoup de musique libre de droit maintenant. Comme les images aussi, ouais. Ah, pardon, j'ai eu un petit... j'ai perdu la connexion, mais je pense que c'est bon, vous m'entendez là ? Oui. Super. Ok, donc la régie, s'il vous plaît, vous pouvez me mettre en ligne, afficher le 7e et avant-dernier contexte. Je suis en contrat doctoral avec mon laboratoire et j'ai généré des résultats de recherche que j'exploite dans une activité entrepreneuriale dont je suis propriétaire. Ah, ça, c'est la classique. Je suis en contrat doctoral avec mon laboratoire et j'ai généré des résultats de recherche que j'exploite dans une activité entrepreneuriale dont je suis propriétaire. Oui, mais il va falloir voir. Alors oui, d'accord, donc c'est sur la propriété des droits. Donc en fait, en tant que contrat doctoral, c'est un contrat de salarié, donc les droits sur l'invention que vous avez élaborée, finalement, reviennent à votre employeur. Donc finalement, vous n'êtes pas propriétaire en tant que tel, même si vous avez le statut d'inventeur et le statut de propriétaire d'une invention. Vous restez inventeur, c'est votre droit moral, c'est-à-dire que vous êtes bien inventeur de cette invention ou de votre brevet. À la suite de ça, les droits, par contre, de propriété reviennent à votre employeur, parce que c'est une invention dite de mission. Et donc, du coup, c'est votre employeur qui a la pleine propriété. Et donc, il faudra, si vous voulez utiliser les résultats de recherche et donc le brevet associé, il faudra demander des droits de licence à votre employeur. Donc voilà, c'est un petit peu la difficulté. Ça, c'est quelque chose qu'on découvre toutes et tous en thèse. On ne le sait pas forcément parce que ce n'est pas implicite, mais effectivement, ce qu'on produit en thèse ne nous appartient jamais et c'est important, en tout cas, d'en avoir conscience. Ok, si vous êtes d'accord, on va passer au 8e énoncé. J'ai mis au point une nouvelle recette de boisson énergétique et j'ai déposé une demande de brevet pour la protéger. Donc, Antoine, est-ce que tu peux nous dire où est l'erreur ? Une nouvelle recette, les recettes, ça n'a pas de fonctionnalité technique, donc c'est pas le brevet qui est la manière de protéger ce sera plus du droit d'auteur. Enfin, ce serait du droit d'auteur. Après, par contre, beaucoup. Tout le protocole pour produire les pièces, tout ça peut être par le brevet. Sinon, secret, comme Coca-Cola. Justement, en parlant de Coca-Cola, on avait une question dans le chat qui nous disait comme le brevet sera publié dans 18 mois, ça marche comment avec les savoir-faire secrets comme la recette de Coca-Cola ? Alors, si je comprends bien la question, je pense qu'il y a une confusion entre le savoir-faire et le brevet. Donc, en fait, le brevet, il ne contient pas le savoir-faire. Le brevet, ça va être vraiment sur des éléments techniques qui permettent de réaliser votre invention. Donc, le procédé d'obtention, c'est-à-dire les machines qui permettent de mettre le coca dans la bouteille, qui permettent de touiller finalement le récipient, etc. Ça, c'est des éléments techniques
qui permettent de le réaliser. Mais par contre, le savoir-faire, lui, va rester secret. Il faudra le laisser secret. Donc, c'est-à-dire que toutes les personnes qui auront accès à ce savoir-faire devront être sous NDA, comme l'a dit tout à l'heure Antoine, pour y accéder. Sinon, il n'y a plus de savoir-faire. Et donc, du coup, il n'y a plus d'intérêt de la recette Coca parce qu'elle pourra être reproduite par un concurrent. Donc, c'est à bien dissocier les deux. C'est-à-dire que le savoir-faire, lui, il restera toujours secret. Tandis que le brevet, c'est un savoir. Ça vous donne le droit d'interdire aux autres d'utiliser votre invention. Le savoir-faire, ça ne vous interdit pas aux autres d'utiliser votre invention. Le savoir-faire, ça vous permet de dire « je le garde pour moi, je ne le dis à personne ». Ok, merci beaucoup pour ta réponse. Si vous êtes d'accord, on va passer maintenant au dernier jeu, si la régie veut bien lancer le jingle. Round 3. Parfait, merci la régie, au top comme toujours. Alors, pour ce dernier jeu, on vous propose quelque chose un petit peu... je ne sais pas si vous jouez en ce moment aux pages Wikipédia à trous, il faut retrouver les mots. C'est un peu le même principe. Donc, on va vous donner à chacun un texte différent avec des trous dedans. Et donc, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir un Word sur votre ordi pour copier-coller le texte que la régie va vous transmettre. Et le premier de vous deux qui aura complété tous les mots qui manquent, ou en tout cas qui n'aura pas d'idée pour ce qu'il n'arrive pas à trouver et qui pense avoir accumulé le plus de points possible, me préviendra. On arrêtera alors le jeu et on verra qui de vous deux aura obtenu le plus de points. S'il vous plaît, ne mettez pas 20 minutes, bien sûr. Voilà, on va essayer de vous fixer 5 minutes. Voilà, le but, c'est de jouer le jeu. Donc, est-ce que la régie est prête à vous communiquer vos deux textes? Wow. Voilà. Ah oui, il y en a deux différents. Voilà, donc Antoine le premier, Benjamin le deuxième. Bien évidemment, les personnes qui nous suivent en ligne, vous allez pouvoir jouer également de votre côté. On va vous afficher les textes sur l'écran. Là, on met le jeu en place. Donc, voilà, mettez un Word à côté ou bloc-notes et copiez-coller le texte. Dès que vous avez copié-collé le texte, vous me dites? C'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon aussi pour moi. Ok, super. Alors, c'est parti. Le premier qui a le plus de mots et qui est bloqué, prévenez-moi et on arrête le jeu. Alors, voici le premier texte que nous avons envoyé à Antoine. Si vous voulez jouer également les personnes qui nous regardent, vous pouvez. Il n'y a pas beaucoup de mots, ça devrait aller vite. Mais c'est pas simple, c'est pas simple. Alors, Antoine et Benjamin, nous voulons vous préciser que vous n'avez pas la fin de vos textes, visiblement. Donc, la régie va vous faire un deuxième copier-coller avec la fin du texte. Voilà. Sinon, c'était trop facile. Ça va arriver la suite. Chez vous, si vous avez déjà fini, vous pouvez le dire sur le chat pour voir si vous êtes plus rapide que nos invités. Il y a moyen. Alors Antoine, tu as eu la suite dans le chat et je pense que Benjamin, ça va suivre juste après. Super. Merci beaucoup la régie. Merci. Oui, c'est la suite du texte. Alors là, c'est que pour Antoine. Et je pense que la régie va envoyer tout de suite la suite pour Benjamin. C'est pas plutôt pour Benjamin le premier?
Non, c'est pour Antoine. Ah, si, à moi ça. Si, c'est à moi celui-là. Ah oui? Ouais. Ok, alors la régie s'est trompée. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. J'ai le texte de toute manière, c'est envoyé par mail. Là, c'est bon. Ouais. Merci. Ah d'accord, vous avez mis les réponses en plus. Bon, bref. C'est du direct. Ah, j'ai pas vu les réponses. Je vais continuer jusqu'au bout. On espère, on mais c'est croit chaud, sur ta c'est bonne chaud. foi. Moi, j'aurais préféré les voir. Ok, alors les viewers, vous avez le deuxième texte qui s'est affiché à votre écran si vous voulez jouer. Donc n'hésitez pas. Je vous laisse encore 4 minutes maximum. 3-4 minutes. N'oubliez pas qu'il y a un jeu à gagner quand même. Moi, je sèche sur la deuxième partie. Bah, si tu penses que tu as pris le maximum de points, tu peux dire stop. Et sinon, essaye des mots et de toute façon. Mais c'est pas évident hein, parce que parfois on sait pas. Enfin, ça pourrait être pas mal de choses différentes en vrai. Ah, Benjamin, ça a l'air de filer. Ah, je gueule. Ah non, c'est un truc que j'ai trouvé, mais c'était plusieurs mots, donc ça file. Ah, finalement, c'est pas si évident que ça, ce dernier jeu. Non. Bah, comme je vous disais, là, il y a ce même principe avec les pages Wikipédia, et c'est vrai que c'est vraiment pas évident, quoi. Ah, Voilà, je connaissais pas. Ouais. J'irai m'entraîner. Ouais, bah, tous les jours, c'est une page Wikipédia différente, et ouais, c'est pas facile. Valentin, excusez-moi, la régie n'a pas de nom. La régie nous informe que ça peut être plusieurs mots. Donc voilà, s'il y a plusieurs mots dans un même trou, enfin, qui vous semble, voilà, n'hésitez pas à essayer plusieurs mots. Il n'y a pas forcément une bonne réponse à chaque fois. Parfois oui, des fois non. J'en ai je sais pas, c'est pas ça la réponse. Je vous laisse encore 1 minute et quelques, et après on arrête. Bah j'ai fini, je vais me lancer, hein, de toute façon. Ok, bah J'arrête aussi. allez, c'est parti. Donc là, je pense que Enlève-les-moi vous comme dans devez... une émission de cuisine. Allez reconnue. hop. Aussi. Je pense que vous pouvez envoyer votre texte complété à la régie. Allez, on envoie le texte complété. Voilà. Par mail, Yes. visiblement. Par mail, visiblement. Par Et contre, la ça aurait pu régie, être... La régie, je suppose que le temps que vous comptabilisez les points, est-ce que vous voulez qu'on débriefe un petit peu ou vous pensez que ça va aller vite? Ils peuvent lire à l'oral. Ah oui, vous pouvez aussi faire ça. Voilà. Alors, je sais plus à quel texte appartenait celui-ci. Non, moi j'étais Joseph. Ok, Enfin, alors, Sylvie. vas-y, dis-nous ce que tu as écrit. Alors, je m'appelle Sylvie. Ouais, ça va pas trop avec ma coupe. Je suis en thèse de microélectronique sous contrat doctoral. Avec mon directeur de thèse, nous avons contacté notre service de valorisation car nous pensons avoir trouvé un nouveau procédé permettant de gagner en efficacité énergétique. La preuve de concept étant réalisée, nous ont aidé à remplir une déclaration d'invention et nous ont mis en contact avec la SAT ou expérimentation locale pour faire une maturation. Et là, j'ai bloqué les
Je pensais... Des critères, non? Ah, d'accord. Voilà. Ok. Ça se voit Ok, que ça a bah. été écrit par l'INPI. Ok. Qu'est-ce que tu avais trouvé dans le texte? Quels mots tu avais trouvé d'autres? C'était les premiers. Sinon, après, sur la deuxième partie, les n'étant pas remplis, alors je sais pas si c'était les données administratives sur la déclaration d'invention, parce que des fois on dépose, on n'a pas encore tous les inventeurs, ce genre de données. Et après déposer auprès de là je me suis dit est-ce qu'on parle de c'était une invention, mais est-ce qu'il y avait un logiciel à côté? Et là j'ai été perdu, puis le temps passé. C'est passé très vite. Bah bravo, félicitations pour cette performance. On va pouvoir passer à Benjamin. Donc Benjamin, J'ai je pas te fait laisse. beaucoup mieux, ouais. Ouais. Je m'appelle Joseph. En plus, du fait de la rapidité, on écrit souvent des bêtises, mais donc j'ai 26 ans, je viens de terminer une thèse non financée en sociologie et je suis sur le point de publier mon premier livre en lien avec mes travaux de recherche. J'ai pris attache avec le référent, alors moi j'ai mis avec le référent recherche de mon université qui m'a mis en contact avec l'équipe de valorisation. C'est-à-dire un peu un supérieur hiérarchique qui connaît un petit peu le tissu de valorisation, c'était un petit peu mon idée, pour m'informer sur les règles de la production d'ouvrages en matière de droit d'auteur. Donc, je négocie avec la maison d'édition la rémunération. Alors, j'ai mis mes redevances, mais je pense que c'est pas le terme qui était demandé parce qu'il y avait, il doit y avoir un autre terme. Donc, si Antoine, tu veux le donner, mais je l'ai plus en tête. Ouais. De mes droits d'auteur, ouais. Droits d'auteur, ouais. Avec l'aide d'un avocat. Donc, moi, j'ai mis avocat, ouais. Pour promouvoir mon livre, je dois créer un site d'auteur pour lequel je dépose donc un nom de domaine et je regarde sur le site. Alors là, c'est du gouvernement. Alors, vous m'apprenez quelque chose parce qu'en effet, j'aurais plus regardé sur l'INPI, mais je sais même pas s'ils ont une base de données là-dedans. Donc, finalement, c'est entreprendre.service-public.fr. Un peu difficile Super. celui-là. Et donc, pour vérifier si le dernier était déjà déposé, un an plus tard, je me rends compte qu'une maison d'édition ayant refusé mon manuscrit a publié le même contenu sur un autre nom. Pour me défendre, je décide de contacter un avocat pour l'un de mes droits patrimoniaux, appelé le droit, j'ai mis de... Alors, j'avais mis reproduction, mais du coup, j'avais changé pour droit de propriété, finalement. Mais bon, je concède mon erreur. Et la dernière, c'est pire. Non, heureusement, j'avais protégé mes droits en m'envoyant mon manuscrit par lettre. Et là, par lettre recommandée, je l'écris, mais en effet, on peut faire aussi. Super, bah franchement félicitations parce que c'est vraiment pas simple. Bravo, ouais, les textes à trous comme ça, c'est vraiment pas simple et vraiment je vous invite à vous entraîner avec Wikipédia, je vous assure. Nous le midi au labo on fait ça, c'est marrant. Pendant que la régie comptabilise vos points, vu qu'on aura un gagnant ce soir, est-ce que très rapidement, vous pourriez nous donner des conseils, des astuces, des informations qui sont pour vous capitales très rapidement sur ce que vous faites au quotidien, sur la propriété générale, etc. Je voulais juste rajouter quelque chose avant que vous répondiez. Les jeux ont été co-créés et co-construits par l'INPI, justement. Ils ont beaucoup travaillé et beaucoup aidé toute l'équipe de Quiz and Talk à créer cette émission parce que, encore une fois, la propriété intellectuelle, c'est vraiment pas simple et c'est très technique, donc merci à eux. Mais voilà, qu'est-ce que vous voudriez nous dire pour terminer cette émission? Tu veux commencer? Allez, peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, en effet, l'INPI sont assez présents, donc il ne faut pas hésiter à les contacter pour des questions, que ce soit sur le dépôt de brevet, etc. Donc, bien sûr, toujours essayer de vous rapprocher, parce qu'il y a toujours un peu dans l'écosystème de l'entrepreneuriat étudiant, il y a souvent des pôles de valorisation qui sont là au sein de vos universités, mais en tout cas, si vous avez passé un stade supplémentaire, n'hésitez pas à contacter l'INPI, parce qu'il y a beaucoup de choses, des petits ateliers qui sont réalisés, des sensibilisations, donc n'hésitez pas à vous appuyer sur ça, et en plus, l'INPI est un site plutôt bien fait, avec beaucoup d'informations dessus, qui vous permet d'avoir des informations supplémentaires. Je pense qu'on a déjà évoqué beaucoup de choses.
une des choses peut-être qu'on n'a pas forcément évoquées, mais je vais peut-être préciser une chose, c'est qu'il y a en effet une analyse de brevetabilité qui peut être réalisée avant votre dépôt, c'est-à-dire que finalement, ils vont analyser est-ce que, au vu des éléments qui sont publiés à ce jour, qui sont accessibles au public, votre invention elle est brevetable, c'est-à-dire est-ce que c'est nouveau et inventif. Mais il y a aussi un autre type d'étude qui est moins réalisée, mais qui peut être intéressante, c'est une étude de liberté d'exploitation. C'est-à-dire que là, en fait, on ne va pas regarder est-ce que votre invention est brevetable, mais c'est finalement est-ce que vous pouvez exploiter votre invention en toute liberté. Parce que c'est possible que votre invention rentre sous le scope de protection d'un autre brevet. Donc voilà. Autre petit conseil, c'est-à-dire que si vous avez un petit peu de financement pour ça, n'hésitez pas en tout cas à allier les deux, c'est-à-dire liberté d'exploitation, une LIBEX on appelle ça, et puis une analyse de brevetabilité. Super. Merci beaucoup, Benjamin. Antoine, quelque chose à rajouter? Ouais, Valentin avait dit Benjamin, pardon, Pas de avait donné problème. déjà des super conseils. Ce qu'on dit souvent, c'est que déjà, il y a le réflexe d'essayer de se poser la question avant de publier, divulguer, faire toute action de divulgation, se poser la question, est-ce que ça peut être protégé d'une manière ou d'une autre? Nous, on va pas forcément partir toujours sur le brevet, on va essayer de temporiser si on a des résultats, par exemple du passage de l'in vitro à l'in vivo, et peut-être qu'en attendant, grosso modo, la preuve de concept, on va temporiser avant de déposer le brevet, puisque comme on a 12 mois pour étendre la demande et 18 mois avant qu'elle soit publiée, ça nous impose de se dire stratégiquement, est-ce qu'on dépose avec l'ensemble des datas ou on dépose un peu plus tard? Et enfin, bon, là, c'est plutôt de la structure même de la rédaction du brevet. Et par contre, ce qui pourrait aider surtout, parce que souvent, on a des inventions, d'innovations qui sont extrêmement proches par rapport à d'autres publications dans le monde sur les biblios que vous faites, c'est aussi intéressant de rajouter un côté volet brevet et pas s'attarder juste sur les publications scientifiques, puisque les publications scientifiques ne relèvent pas tout ce qui est documentation, littérature, brevet et demande de brevet, alors que les brevets et demandes de brevet référencent le tout. Du coup, ça peut être intéressant pour vous de voir si dans cette thématique technologique, il y a eu des dépôts. Est-ce que les dépôts ont abouti à des délivrances? Quels sont les territoires sur lesquels il y a eu des protections? Parce que derrière, ça veut dire qu'il y a une volonté commerciale. Ça veut dire qu'il y a des concurrents qui sont déjà établis sur un domaine technique particulier. Et donc ça, je trouve ça intéressant de le rajouter, parce qu'en termes de brevetabilité, souvent, nous, on fait une recherche et on tombe souvent sur la littérature brevet que n'ont pas les chercheurs, les inventeurs. Et ça pourrait leur permettre derrière des fois de ne pas pousser une thèse doctorale dans ce sens-là, parce que finalement on se rend compte que derrière il y a soit c'est difficile à protéger, soit ce qu'on protège c'est extrêmement restreint, et finalement derrière personne ne serait intéressé à mettre un financement pour créer une start-up ou autre. Donc c'est ça, je conseille bien. Et pour faire ces recherches, du coup, il y a des bases de données qui sont très bien, EspaceNet, ça marche très bien, Google Patent en complément, enfin voilà, en effet. Super. Très bon conseil. Merci encore à vous deux, c'était très complet, très riche. J'ai appris plein de choses et je suis sûre que tout le monde qui regardera le replay sur YouTube Pépite France apprendront aussi énormément de choses. Mais avant de nous quitter, on va annoncer tout de suite le gagnant, s'il vous plaît, la régie. Flawless victory. Félicitations. Alors, c'était pas une victoire facile. On me dit que c'était très serré. Donc, bravo à vous deux. Merci encore d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. J'espère que ça vous a plu. Et merci encore. Et je suppose que de toute façon, si en tout cas on est étudiant, doctorant et qu'on a des questions, on peut se rapprocher de personnes comme vous. Et donc, merci pour tout ça. Et j'espère en tout cas que ça vous aura éclairé et que les discours étaient clairs. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez d'autres questions. On sera toujours là pour répondre. Et puis, donc, comme je l'ai dit en introduction, on se retrouve le 20 avril. Je ne serai pas là, mais le dernier épisode de la série Quiz and Talk vous sera proposé le 20 avril à 13h. Donc, soyez au rendez-vous puisque la prochaine fois, ce sera pas tout de suite, mais on vous en dira plus dans les prochains mois. Merci et bonne soirée. À bientôt. Au revoir.